On va continuer cette session de rétine médicale avec le docteur Sarah Bregen, alors qui va nous parler de vrai ou faux œdème maculaire, une conférence probablement très intéressante. Merci beaucoup Clémence de ton invitation et je te félicite pour l'excellence scientifique du congrès. Donc je vais vous parler des faux œdèmes maculaires et on va rentrer dans le vif du sujet. Donc c'est quoi ces faux œdèmes maculaires? Ce sont des kystes qu'on va détecter dans la rétine en OCT, sans traduction angiographique, sans diffusion angiographique, donc des kystes non vasogéniques. Les mécanismes ils peuvent être multiples, les causes mécaniques, chirurgicales, un étirement physique de la rétine, les dystrophies avec des dysfonctions de l'EP, des anomalies des cellules de Muller, des anomalies de certaines protéines d'architecture de la rétine, les causes toxiques, l'ADMLA, avec les kystes dégénératifs et les tubulations rétiniennes. La CRSC où les kystes intrarétiniens sont fréquents avec des mécanismes complexes, on va en dire un petit mot. Les téléangiectasies maculaires de type 2 et puis beaucoup de pathologies du nerf optique qui peuvent donner des kystes et des rétinoschisis péripapillaires, je vais y revenir. Il y a une terminologie très vaste dans la littérature sur ces kystes non vasogéniques, ces faux œdèmes. En pratique, c'est des œdèmes qu'on ne va pas piquer, pour être simple. Cystic changes, foveal cavitation, foveal retinoschisis, cystic spaces, voilà. Donc il y a tous ces termes en fait qui décrivent ces kystes non vasogéniques. Je vais commencer par un petit cas clinique. C'est une patiente qu'on nous avait adressée au cil pour avis, 10e, 40 ans, myopie de -3. Elle se plaignait de rien en réalité. Et l'ophtalmo au fond d'œil pour une sécheresse oculaire dépiste ces petites anomalies microvasculaires qui ressemblent à des hémorragies en moyenne périphérie. En réalité, il y a un fovéoschisis très étendu, majeur, au niveau de la plexiforme externe des deux côtés sans traduction visuelle. Et quand on scanne l'ensemble de la rétine, ce schisis est étendu à l'ensemble de la rétine, à toute la périphérie, mais aussi à toutes les couches de la profondeur rétinienne. Donc intriguant. On fait une angiographie à la fluorescéine parce qu'on nous adressait la patiente pour les anomalies vasculaires. On nous demandait mais est-ce qu'il faut faire une PPR en fait? Et qu'est-ce qui se passe? Donc on voit des anomalies microvasculaires qui diffusent fortement en angiographie, sans pour autant qu'il y ait de territoire de non-perfusion sur l'angiographie. Ce qui est un petit peu discordant parce qu'on a la notion que les néovaisseaux sont liés à une hypoperfusion de la rétine. Alors on est de plus en plus intrigué par ce cas, donc on fait de l'imagerie. Là c'est le plexélite qui confirme la présence de néovaisseaux, d'anomalies, de trajets néovasculaires anormaux, mais qui sont situés dans la rétine, qui ne sont pas pré-rétiniens, ils sont dans l'épaisseur du schisis. Et en fait, voilà les segmentations pour essayer de comprendre avec les segmentations au niveau des différents plexis de la rétine, superficiel et profond. Et là on confirme qu'il n'y a pas de non-perfusion, il n'y a pas de déficit de flux ou de flow void. Donc on est encore intrigué par ces néovaisseaux. Quelles hypothèses on émet? En fait, c'est aussi pour ça que je vous montre ce cas, ça permet de discuter les diagnostics étiologiques de ces faux kystes ou de ces schisis. Donc devant l'étendue, la bilatéralité et la symétrie du schisis, on évoque les causes héréditaires, le rétinoschisis juvénile lié à Alix, le Goldman-Favre et Nance-Cone. On évoque le schisis du myope fort, même si elle n'est atteinte que d'une myopie modérée. On évoque une fossette, est-ce qu'il faut scanner la tête du nerf optique attentivement? On évoque les causes toxiques et puis par diagnostic d'élimination, ce qu'on appelle les sniffers, c'est-à-dire les schisis idiopathiques. On fait un ERG plein champ et qui est complètement électronégatif. Donc là on se dit, bah ok, c'est un rétinoschisis juvénile lié à Alix. Et donc on fait un test génétique. Évidemment au niveau de la sémiologie ça ne collait pas parce que le rétinoschisis... Excusez-moi, je vous entends. Le rétinoschisis juvénile lié à Alix, c'est plutôt une atteinte au niveau de la couche nucléaire interne. Ce n'est pas une atteinte de la plexiforme externe ou des fibres de Henle. Donc ça ne collait pas au niveau de la sémio. Il n'y avait pas non plus d'histoire d'héméralopie ou de BAV, qui est habituellement retrouvée dans l'enfance de le rétinoschisis juvénile lié à Alix. Et on a fait un test génétique quand même qui a permis d'exclure formellement les mutations de la rétinoschisie. Donc c'était pas génétique. Myope fort, ben non, c'est tout simple, c'était pas une myope forte, elle n'a pas de staphylome, elle n'a pas de choroïdose, elle n'a pas d'atrophie myopique, donc c'est pas un fovéoschisis du myope fort. Et on retient finalement par élimination un rétinoschisis idiopathique, très étendu, très atypique, un petit peu faute de mieux, hein. Mais en fait, quand j'ai eu présenté ce cas à Euretina, on avait aussi eu l'occasion avec le TOWARD-P de colocaliser en fait ces anomalies vasculaires, leur distribution avec les zones en rouge qui sont les zones les plus épaissies au niveau du schisis des couches superficielles. Ça c'est une segmentation entre l'ILM et l'IPL. Et plus les couches superficielles sont étendues, plus finalement les capillaires superficiels sont
étirée, et c'est là où il va y avoir ces néovaisseaux intrarétiniens qui vont se développer, donc de causes mécaniques pas liées à une hypoperfusion rétinienne. Et en fait, donc, j'ai présenté ce cas et David Sarraf m'a dit, on a quelques cas, une dizaine de cas en fait multicentriques aux États-Unis, et on a inclus ce cas dans cette publication dans l'American Journal en 2025. Un nouvel acronyme, bon, peu importe pour les mots, mais surtout un peu une nouvelle entité qui s'appelle CARPET, qui est en fait des schisis idiopathiques dont on montre la progression d'un schisis, comme vous voyez ici sur les images, un schisis qui commence en moyenne périphérie rétinienne et qui va aller de façon centripète s'étendre vers le centre de la rétine et atteindre toute la rétine. Et dans cette publication, où on a inclus notre cas, il y avait ces anomalies microvasculaires particulières qui étaient retrouvées en fait dans à peu près la moitié des yeux. C'est d'évolution assez bénigne, l'acuité visuelle peut rester assez stable longtemps. Il faut évidemment, c'est un diagnostic d'exclusion, hein, vous avez vu, on a éliminé tous les autres diagnostics. Et il y a des formes parfois plus sévères avec des BAV et qui nécessiteront une chirurgie. Je passe aux dystrophies rétiniennes. Vous savez que les dystrophies rétiniennes peuvent s'associer à des kystes intrarétiniens. Et ces kystes peuvent être soit en fait faire partie du phénotype clinique, comme dans le rétinoschisis lié à l'X ou l'Enhanced cone, soit constituer une complication de la dystrophie, comme dans les rétinites pigmentaires par exemple. Je vous montre juste ces très belles images que je dois au professeur Isabelle Odo d'un rétinoschisis juvénile lié à l'X. Un garçon de 15 ans, il y a une discordance anatomo-fonctionnelle avec cette rétine qui est au niveau architectural complètement remaniée et une vision qui peut rester assez bonne. C'est chez ce jeune garçon qui est à 7/10 P2. Vous voyez cet aspect en rayon de roue sur le CT en face qui est tout à fait caractéristique. Autre exemple de dystrophie associée à des kystes intrarétiniens, là c'est un jeune homme, baisse de vision bilatérale, on voit ces dépôts vitelliformes multiples du fond d'œil, bilatéraux et symétriques, on les voit très bien en autofluorescence et c'est associé à des kystes ou un rétinoschisis intrarétinien associé à la cavité vitelliforme, et ça c'est un cas du professeur Iannuzzi avec confirmation génétique, donc ça c'est les bestrophinopathies autosomiques récessives avec ces dépôts multiples et ces kystes intrarétiniens. La prise en charge des maculopathies kystiques associées aux dystrophies rétiniennes, elle est complexe parce que les mécanismes sont multiples, ils sont complexes, il n'y a pas de standardisation. Mais on commence habituellement par des inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, soit en gouttes, soit en comprimé. Les télangiectasies maculaires de type 2, je vais les citer, vous savez que c'est une pathologie assez rare qui se déclenche habituellement autour de 50 ans par un syndrome maculaire de progression lente. Et on va retrouver une sémiologie au CT assez variable avec des cavitations ou des défects de la rétine interne, mais aussi de la rétine externe, des ruptures de la ligne ellipsoïde, des lésions hyperréflectives, intra-osso-rétiniennes, parfois des migrations de pigments et parfois d'authentiques trous lamellaires. Et quand on corrèle l'angiographie à la fluorécéine et l'OCT, le paradoxe, c'est que c'est une maladie avec des télangiectasies, donc des anomalies vasculaires, donc des diffusions en angiographie à la fluorécéine, mais les kystes de la rétine ne colocalisent pas avec les télangiectasies et les diffusions. Les kystes, ils sont vraiment dégénératifs, c'est une maladie dégénérative neurogliale. Je fais la transition avec le tamoxifène, parce que le mécanisme de la rétinopathie au tamoxifène, c'est aussi une toxicité sur les mulaires, donc il y a une sémiologie qui ressemble en tout point à celle des télangiectasies maculaires de type 2. Ça commence par des cristaux réfringents qui peuvent être complètement asymptomatiques, et après, on va avoir ces cavitations qui ressemblent en tout point aux télangiectasies maculaires de type 2. On va avoir des cavitations de la rétine externe et de la rétine interne. Et après discussion collégiale, si on décide d'arrêter le tamoxifène, eh bien, les kystes d'œdème intrarétinien vont régresser, mais les cavitations, elles, vont persister. Donc, conduite à tenir, un examen ophtalmo avant de débuter le traitement par tamoxifène pour les cancers du sein hormonosensible. Après mise sous traitement, surveillance annuelle. En cas de cristaux isolés, on peut poursuivre le traitement et maintenir une surveillance régulière. Et en cas de cavitation sur le CT, il faudra arrêter ou diminuer le traitement en accord, bien sûr, avec l'oncologue. Dans la DMLA, il va y avoir des kystes dégénératifs parfois associés aux plages d'atrophie complète de l'épithélium pigmentaire. C'est la colocalisation en imagerie multimodale qui confirme l'origine dégénérative de ces kystes et bien sûr l'absence de néovaisseaux. Autre très belles images ici que je dois à Priti Ramtoul, c'est ces belles images de tubulation rétinienne externe. Donc les tubulations, elles sont évidentes quand elles sont fermées, qu'elles font des rosettes. Quand elles sont cylindriques et plus étendues, elles peuvent être confondues avec des DSR. Et c'est les bords enroulés de l'ELM qui vont être la signature de ces anomalies plutôt dégénératives. Ici, on regarde un DEP fibrovasculaire avec atrophie de l'épithélium pigmentaire. Donc il y a bien un néovaisseau, mais ce n'est pas un DSR. C'est un signe dégénératif. La CRSC chronique se complique de kystes intrarétiniens dans à peu près 20% des cas. C'est un travail qu'on avait publié en 2019.
C'est lié plutôt à une dysfonction de l'épithélium pigmentaire. Il n'y a pas de diffusion angiographique et la localisation est fréquemment en interpapillo-maculaire. Donc dans la CRST, il y a plusieurs types de kystes. Il y en a qui sont vraiment dégénératifs, associés à des atrophies de l'EP avec hypo-autofluorescence complète. Et il y en a qui sont plutôt exsudatifs et qui vont pouvoir avoir un traitement. Il n'y a pas de consensus sur le traitement de ces kystes. Il y a beaucoup de littérature. Soit PDT demi-dose guidée par l'ICG, collyre d'Hexafri, IVT d'anti-VEGF, observation, tout est possible, tout est décrit. Le syndrome de pachychoroïde péripapillaire, c'est cette entité qui est définie par les kystes intrarétiniens en péripapillaire, plus ou moins associés à des DSR, avec une pachychoroïde qui prédomine en nasal. Il y a des formes frontières avec la CRSC chronique, et c'est un pronostic qui est plutôt bon. Et sur l'OCT en face, vous voyez la distribution de ces kystes, qui sont en rayon de roue, comme on a vu dans les rétinoschisis juvéniles et alix, avec un vrai rétinoschisis en continuité entre la fovea et la papille. Ce qui est caractéristique, ce sont les fluctuations complètement spontanées, sans aucun traitement, de ces kystes intrarétiniens interpapillo-maculaires, qui vont nous faire privilégier l'observation avant de faire des traitements actifs dans un premier temps. Donc voilà pour les pachychoroïdes péripapillaires, d'assez bons pronostics visuels. Et là, il me reste une minute, ou c'est... Je fais une transition, je vous dis un mot de ces rétinoschisis péripapillaires qui sont devenus une entité sémiologique presque à part entière. Donc on vient de voir les pachychoroïdes péripapillaires, mais il y a d'autres entités. Il y a les fossettes colobomateuses, bien sûr. Donc là, on voit très bien la fossette, la petite perle grise au bord de la papille au fond d'œil, avec ce schisis, ce DSR, un trou lamellaire externe et un schisis de toutes les couches. Les fossettes sont parfois plus difficiles à identifier chez des patients plus âgés, où il va y avoir juste le schisis sans DSR. Mais c'est évidemment quand on va faire des coupes fines au bord de la papille qu'on va mettre en évidence la fossette colobomateuse. Il y a des équivalents de fossettes avec des pertes, des défauts de continuité de la lame criblée chez les myopes forts, avec des amincissements de la lame criblée qui vont donner naissance à ces rétinoschisis péripapillaires dans les glaucomes sévères avec des défects de la lame criblée, comme on voit ici. Et puis, il y a des atrophies optiques et de différentes causes qui vont donner lieu, secondairement, à des kystes intrarétiniens dégénératifs par dégénérescence rétrograde au niveau de la nucléaire interne. Ici, c'est une compression chiasmatique. On peut voir la même chose, là, un patient qui a des drusènes de la papille très étendues. Vous voyez ces petits kystes dans la nucléaire interne qui sont liés à l'atrophie optique. Et dernière entité, ça c'est une publication récente, pardon pour la multiplication des acronymes, mais c'est juste pour dire qu'il y a des schisis péripapillaires qui ont été décrits, qui sont des diagnostics d'exclusion. On va retrouver ces schisis péripapillaires sans myopie pathologique, sans glaucome avancé, sans fossette colobomateuse, sans pachychoroïde. Et ça existe et vous en verrez, en fait. Si vous voyez parfois ces rétinoschisis péripapillaires, vous ne savez pas trop quoi en faire, vous avez éliminé tout ce que vous connaissez, pas de fossette, pas de glaucome, pas de myopie, pas de pachychoroïde, et ça existe. Et ça a été décrit. Et en fait, ils pensent que c'est lié à des petites fossettes infracliniques ou finalement des petits microcanaux fluidiques au niveau du disque optique infraclinique associés à des tractions vitréopapillaires, et il peut y avoir une discussion chirurgicale en cas de BAV persistante. Voilà, merci beaucoup. Je voulais vous raconter ça.